Bonjour et bienvenue dans Chine France, le journal. C'est votre journal d'information quotidienne en français sur la Chine et les relations franco-chinoises. Tout de suite, les titres. Première sortie des astronautes chinois hors du vaisseau spatial. Reportage dans un instant. Vous connaîtrez aussi le classement des 5 premières universités chinoises par les salaires des diplômés. Dans l'actualité toujours, les revenus des principales sociétés d'Internet enregistrent une croissance rapide. Au chapitre de la diplomatie, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi incite les pays à pratiquer un véritable multilatéralisme. Le moral des PME chinoises s'est amélioré. Les détails dans un instant. Bonne nouvelle, la plus longue autoroute du désert du monde est ouverte à la circulation dans le Xinjiang. Et on termine ce journal avec l'interview du consul général de France à Shanghai. Pour la première fois depuis 2008, 2 astronautes chinois sont sortis dans l'espace. Ils vont travailler sur la nouvelle station spatiale chinoise Tiangong. Regardez ces images pour le moins impressionnantes. Le dimanche 4 juillet, 2 astronautes chinois de l'équipage de la mission Shenzhou 12 ont effectué une sortie ensemble dans l'espace. C'est la première sortie en tandem pour la Chine afin de travailler sur la nouvelle station spatiale chinoise Tiangong. Après des heures de préparatifs tôt le 4 juillet au matin, le général de division Liu Boming est sorti du module, nommé Tianhe ou Harmonie Céleste à 8h11, pour commencer la difficile sortie dans l'espace alors que le module tournait autour de la Terre à une altitude d'environ 390 km. Le colonel senior Tang Hongbo est resté dans le SAS pour l'aider, avant de sortir à son tour du vaisseau spatial à 11h02. Vêtus de la combinaison extravéhiculaire de nouvelle génération du pays, les 2 hommes ont effectué plusieurs manœuvres sophistiquées, comme par exemple tester un grand bras robotique, installer des équipements à l'extérieur du vaisseau spatial et ajuster la caméra panoramique externe. Pendant la sortie dans l'espace, Liu Boming s'est tenu debout et s'est déplacé avec le bras robotique pendant des heures. Quant à Tang Hongbo, en plus d'aider son collègue et de remplir ses propres missions, a également pratiqué les procédures de retour d'urgence vers le module Tianhe. À la fin de l'opération de 7 heures, Liu Boming a retourné la tête vers une caméra externe, a agité la main et a déclaré « Nous voulons remercier toutes les personnes de nos communautés scientifiques et technologiques impliquées dans la sortie dans l'espace. Nous sommes également reconnaissants envers le grand soutien du peuple chinois. Nous effectuerons une autre sortie dans l'espace plus tard. Nous volerons plus haut tandis que la station spatiale deviendra plus grande. » La sortie dans l'espace s'est terminée à 14h57 lorsque les 2 taïkonautes ont fermé la trappe après le retour de Liu Boming dans le module. Pendant la sortie dans l'espace, le général de division Nie Haishen, le commandant de la mission, est resté à l'intérieur du module pour instruire ses pairs sur leurs tâches et surveiller l'équipement connexe. L'ensemble de l'opération a été suivi et guidé par le centre de contrôle aérospatial de Beijing, installé dans le nord-ouest de la capitale chinoise. Au cours de la sortie dans l'espace, les taïkonautes ont vérifié la fiabilité et la capacité du matériel impliqué dans les opérations extravéhiculaires, ont démontré leur adaptabilité et leur capacité à travailler avec le bras robotique et ont examiné les performances de leur combinaison spatiale. Selon l'agence spatiale chinoise habitée, l'opération a posé les bases essentielles pour les sorties dans l'espace ultérieures. Je vous le disais en titre, la Chine a révélé le top 5 des universités chinoises par les salaires des diplômés. Regardez. Selon un classement récemment publié sur Xinzhou, un institut chinois de recherche sur les salaires, l'université Tsinghua, l'université Jiaotong de Shanghai et l'université de Pékin se sont classées parmi les 3 premières sur l'indice des salaires des diplômés de l'enseignement supérieur en 2021, avec des salaires mensuels moyens de 10 992 yuan, 10 602 yuan et 10 690 yuan respectivement. L'indice, qui comprend 100 universités, est basé sur les données des diplômés universitaires qui ont travaillé pour leur employeur pendant 1 an. Il s'agit d'un calcul basé sur un modèle statistique qui conclut des facteurs tels que les niveaux de salaire, les taux d'emploi, les talents et la croissance des salaires. On vous révèle donc maintenant les salaires des diplômés des 5 premières universités chinoises. En 5e place, nous avons l'Université centrale de finance et d'économie avec un indice des salaires de 86,4 et un salaire mensuel moyen de 10 162 yuan, soit 1303,75 €. En 4e place, nous avons l'Université d'affaires et d'économie internationale avec un indice des salaires de 86,4 également et un salaire mensuel moyen de 11 032 yuan, soit 1434,32 €.
En troisième place, nous avons l'Université de Pékin avec un indice des salaires de 87,1 et un salaire mensuel moyen de 10 690 yuan, soit 1303,88 euros. Et en seconde place, nous avons l'Université Chiao Tung de Shanghai avec un indice des salaires de 87,5 et un salaire mensuel moyen de 10 602 yuan, soit 1303,78 euros. Et en première place, nous avons l'Université Tsinghua avec un indice des salaires de 88,3 et un salaire mensuel moyen de 10 992 yuan, soit 1303,63 euros. Passons à présent à l'économie. En Chine, Internet et les secteurs connexes ont connu une croissance à 2 chiffres de leurs revenus commerciaux au cours des 5 premiers mois de l'année. C'est ce que nous révèlent des données officielles. En Chine, le chiffre d'affaires des principales sociétés d'Internet a augmenté de 24,4% sur un an pour atteindre 598 milliards de yuan, environ 78 milliards d'euros sur la période janvier-mai. C'est ce que révèle le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information. Ces entreprises ont engagé un total de 60,66 milliards de yuan de bénéfices d'exploitation, soit 7,83 milliards d'euros au cours de la période, alors que les dépenses du secteur en matière de recherche et de développement se sont élevées à 22,01 milliards de yuan, soit 3,8 milliards d'euros, une hausse de 16,3% par rapport à l'année précédente. Pour rappel, la Banque centrale chinoise a révisé à la hausse ses prévisions de croissance pour la Chine à 8,5% en 2021. Selon un rapport de l'industrie, les petites et moyennes entreprises chinoises sont optimistes quant à leurs perspectives de marché. Un rapport de la banque Standard Chartered a révélé que les bonnes performances de juin montrent que les PME se remettent de plus en plus régulièrement et de manière équilibrée des effets de la pandémie de Covid-19, grâce à un soutien politique bien ciblé et à l'expansion des activités liées aux services. La banque anglaise a interrogé plus de 500 PME pour son rapport, qui a montré que l'activité des PME est restée ferme en juin, avec un rééquilibrage continu, comme en témoigne l'indice global des PME, qui est resté stable à 54,4, le deuxième niveau le plus élevé depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Le sous-indice performance actuelle, qui évalue la situation actuelle des petites entreprises, a légèrement baissé à 54,9 en juin contre 55,3 en mai. Mais l'attente des PME chinoises d'un meilleur avenir a légèrement augmenté par rapport au niveau de mai. Dans le même temps, l'indicateur de leur dynamique de croissance est passé de 8,2 à 9,4. La plupart des sous-indices ont également montré que, dans l'ensemble, les PME sont maintenant plus confiantes quant aux perspectives de nouvelles commandes commerciales que par le passé. Par ailleurs, la reprise dans toutes les industries est devenue plus équilibrée et le secteur des services rattrape le secteur manufacturier. Le secteur des services a ainsi poursuivi sa reprise régulière en juin, tandis que l'industrie s'est encore ralentie, principalement plombée par le segment à forte intensité de main-d'œuvre du secteur, qui a connu un ralentissement de la production. Les sous-composantes ont également montré que les commandes à l'exportation ont connu une normalisation, tandis que les commandes intérieures se sont améliorées. Li Kaopo, chercheur principal au Centre universitaire pour la pratique et la pensée économique chinoise de l'Université Tsinghua, a souligné l'importance des petites entreprises, affirmant qu'à l'avenir, une croissance saine de l'économie dépendra principalement de leur vitalité et de leur élan de reprise. On apprend que les villes chinoises de rang inférieur deviennent de plus en plus des marchés cibles. Explication. Il y a 2 ou 3 décennies, il était facile pour de nombreux cadres supérieurs en Chine de gérer les entreprises. Ils recevaient des commandes pour effectuer des travaux de leurs sociétés basées en Chine et de leurs sièges sociaux dans des villes étrangères comme Munich, Chicago et Tokyo. Ensuite, ils vendaient des produits dans les grandes villes chinoises et en expédiaient d'autres à travers le monde. Beaucoup d'entre eux ont eu plus de temps pour profiter de leur café du matin et de leur thé de l'après-midi pendant cette période. Mais aujourd'hui, ce style de gestion serait jugé insuffisant. Parallèlement à la croissance économique rapide et face au vaste marché intérieur de la Chine, un grand nombre de ces gestionnaires doivent penser au nombre de villes et de marchés de niveau inférieur que leurs produits doivent encore atteindre chaque fois qu'ils visitent le pays. De nombreuses entreprises ont déjà changé leur objectif opérationnel.
passant de la demande de 80 millions d'habitants des villes chinoises de premier rang et des plus de 400 millions de personnes à revenus intermédiaires du pays, à une concurrence féroce avec leurs rivaux chinois et mondiaux dans les villes et districts, en particulier dans la région orientale du pays. En plus de construire des magasins physiques dans les districts et les zones rurales, les dirigeants d'entreprises mondiales ont déclaré qu'ils s'appuyaient de plus en plus sur les canaux de distribution électronique, la technologie et les plateformes numériques, ainsi que sur les produits et services localisés pour promouvoir leurs activités. Selon Wang Yi, conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, la stratégie indo-pacifique est un retour de la mentalité de la guerre froide et une régression de l'histoire. Wang Yi, conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, a déclaré samedi 3 juillet que la stratégie indo-pacifique, qui recherche la confrontation entre blocs et vise à créer une rivalité géopolitique, est un retour de la mentalité de la guerre froide et une régression de l'histoire. Wang Yi a fait ces observations lors de la cérémonie d'ouverture du 9e Forum mondial pour la paix, tenu dans l'université Tsinghua à Pékin. Selon lui, le jeu à somme nulle fait partie de la mentalité de la guerre froide et va à l'encontre de l'aspiration commune de tous les pays à rechercher la paix, le développement et la coopération. La stratégie indo-pacifique devrait être jetée aux ordures, a-t-il indiqué. Reprendre le vieux rêve de l'hégémonie de la guerre froide ne peut pas représenter l'avenir, et encore moins la volonté de reconstruire un monde meilleur, a noté Wang Yi, avant d'ajouter que tous les pays devraient collaborer afin de bâtir un nouveau type de relations internationales caractérisé par le respect mutuel, l'équité, la justice et la coopération gagnant-gagnant. Il a appelé à s'opposer aux politiques de puissance et à la pratique consistant à faire pression sur d'autres pays tout en prétendant maintenir un ordre international fondé sur des règles. En fait, ils imposent leur propre volonté et leurs propres normes aux autres. Ils remplacent le droit international universellement accepté par les règles de quelques pays, a-t-il souligné. En conclusion, Wang Yi a déclaré « La position de la Chine est très claire. Pour elle, le système reconnu par tous les pays ne peut être que le système international centré sur l'ONU. L'ordre maintenu par tous les pays ne peut être que l'ordre international reposant sur le droit international, et les règles observées par tous les pays ne peuvent être que les normes fondamentales régissant les relations internationales établies sur les objectifs et principes de la Charte des Nations Unies. Attachez vos ceintures et je vous emmène au Xinjiang. C'est dans le Xinjiang que la plus longue autoroute du désert du monde est ouverte à la circulation. Le 30 juin, la dernière section de l'autoroute Jingxing, qui relie Pékin au Xinjiang, a été achevée et ouverte à la circulation. L'autoroute Jingxing est devenue la voie routière la plus rapide reliant le nord-est, le nord et le nord-ouest de la Chine. L'autoroute Jingxing est la 7e ligne radiale prévue par le réseau national d'autoroutes chinoises d'une longueur totale de 2822 km. Elle adopte une conception standard d'autoroute à 2 sens à 4 voies avec une vitesse de 120 km/h. C'est par ailleurs la première autoroute ouverte à la circulation dans le Xinjiang en utilisant le mode de partenariat public-privé et la plus longue autoroute en service dans toute la Chine. Avec l'achèvement du projet, un grand passage permanent à l'intérieur et à l'extérieur du Xinjiang est formé. Et le passage nord de la ceinture économique de la route de la soie est également entièrement terminé, ce qui favorisera efficacement le développement économique et social du Xinjiang. Traversant les 3 principaux déserts du Xinjiang, l'autoroute a raccourci la distance entre Pékin et la capitale du Xinjiang de près de 1300 km. En tant que témoin de l'émergence de l'économie chinoise, le consul général de France à Shanghai a expliqué que de nombreuses entreprises françaises ont pris racine en Chine dès les prémices de la réforme et de l'ouverture. Interview exclusive réalisée par CGTN. Les entreprises françaises sont présentes en Chine dans la durée, depuis le début de la politique d'ouverture, et avec une stratégie de long terme. Donc, je dirais, la pandémie ne change pas fondamentalement leur stratégie, qui est une stratégie d'engagement et de partenariat avec la Chine dans la longue durée. Nous avons beaucoup travaillé à resserrer les liens, à
accompagner des investissements français en Chine, mais aussi des investissements chinois en France. C'est très important. Les investissements chinois sont les bienvenus. Et nous les soutenons et ils continuent. La France a été le premier pays d'accueil des investissements chinois en Europe l'année dernière. Nous avons beaucoup agi pour renforcer la présence française dans l'ensemble de la région du delta du Yangtze. Donc pas seulement à Shanghai, mais dans toutes les 3 provinces, parce que notre conviction, c'est que, avec notamment la politique des autorités chinoises d'intégration du delta, il y a de plus en plus d'opportunités de coopérer. Et donc nous avons beaucoup renforcé notre présence dans ce cadre. Il y a des domaines comme les nouvelles énergies, dans lesquels, en particulier dans la province du Jiangsu, une entreprise comme EDF a été la première entreprise étrangère à initier une entreprise en joint venture avec une entreprise chinoise pour développer des champs d'éolien offshore à Yancheng. Et d'autres entreprises se développent aussi dans le domaine des nouvelles énergies dans la région, comme évidemment Total, Engie et bien d'autres. Donc les nouvelles énergies, la mobilité durable, avec les questions de batterie, les questions d'hydrogène sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé. Nous avons organisé récemment un séminaire sur les questions de mobilité d'hydrogène à laquelle ont participé tous les acteurs français, scientifiques ou économiques, et aussi les acteurs, les partenaires chinois. De manière plus générale, nous appuyons tous les projets qui peuvent renforcer la dimension de l'innovation entre la Chine et la France. J'ai déjà parlé de l'innovation dans le domaine de l'environnement, mais il faudrait aussi parler du domaine notamment de l'innovation en matière de santé. C'est évidemment un sujet extrêmement important pour le monde entier aujourd'hui. La France est un pays extrêmement actif dans ce secteur et récemment, des entreprises comme Sanofi a ouvert son 4e centre mondial de recherche et développement de niveau mondial à Suzhou. Biomérieux aussi est très actif dans ce domaine. Et donc ça, c'est un autre exemple parce que nous travaillons avec eux sur ces sujets et dans le même temps, nous travaillons aussi avec les hôpitaux chinois, avec les centres de recherche chinois. Donc c'est une action qui est très large dans tous les domaines. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne journée ou très bonne soirée sur Mandarin TV.